Maison Jambon, on est vigneron depuis 5 générations, de père en fils. Aujourd'hui, nous sommes 2 co-exploitants, donc Jambon Dominique et Jambon Emmanuel. Lui plutôt chef de culture, moi plutôt chef des ventes. Vous êtes situé ici dans une parcelle entièrement restructurée, destinée à faire du vin bio. Donc il faut savoir qu'au domaine, sur les 50 hectares de vignes que nous exploitons, 50 ou même un peu plus, on en a une dizaine en vin bio. Et sur la totalité des vignes restructurées, on a à peu près 30 hectares de vignes. Donc le but, c'est d'arriver à la totalité à 2 mètres. Pourquoi à 2 mètres? C'est simple, on va diminuer notre coût de production parce que nous sommes partis pour planter à 2 mètres, donc le but c'est d'avoir plus qu'un seul matériel. C'est pas d'avoir la coexistence entre 2 matériels. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir de moins en moins d'intrants, moins en moins de désherbants, on n'a plus de glyphosate, plus rien. Donc cette technique-là nous permet de labourer vite. Et là on peut le voir, si on regarde, ici on a passé ce qu'on appelle un cover crop, ça démote le dessus et ça nous permet de nettoyer déjà le milieu et après on fera l'intercept plus tard. Donc je peux aussi rajouter un petit mot sur la récolte. Tout le monde a un a priori sur la quantité. On se dit on va perdre du vin parce qu'on a moins de cep, alors que ce n'est pas du tout vrai. Les vignes compensent. En termes de quantité de vin, on se retrouve tout à fait à des volumes ramassés corrects, puisque là on oscille ici en vin bio, comme l'année dernière, autour des 60 hecto-hectares. Au niveau maturité, nous, les vignes à 2 mètres, c'est très bien, car on perd un peu en temps de maturité. C'est-à-dire que souvent on a 7-8 jours de retard, mais vu le réchauffement climatique qu'on a, ça nous permet d'avoir des vins plus équilibrés, plus sur le fruit, plus doux. Bonjour, donc moi je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus en Beaujolais sur la restructuration du vignoble. Donc avec, bon c'est marqué 10 ans d'expérience, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus. Donc au niveau des objectifs que nous avions quand nous avons mis en place ces expérimentations, on avait tout d'abord qui ont été mis en place, vous allez le voir relativement tôt. Nous avions donc la réduction des frais de production, le maintien voire l'amélioration des vins produits bien évidemment. Et puis on s'intéressait également au respect de l'environnement, notamment on savait que voilà, les herbicides étaient quand même sur la sellette et qu'il allait falloir réduire ces herbicides. Et puis le dernier point, ça concerne plutôt les coteaux, c'était le côté sécurité du travail, notamment avec l'utilisation de l'enjambeur en coteau qui est un peu délicate avec des accidents qu'on peut avoir. Donc tout ça nous a conduit en fait à mener des expérimentations à la fois sur la densité de plantation mais également sur la transformation de la taille. Notamment on a étudié la taille cordon. Et donc on a fait ça en 2 étapes. La première étape, on a mis en place en fait des essais plus sur le long terme, donc des essais qu'on a plantés pour ça, de densité de plantation. Et puis comme c'est quelque chose du coup relativement long, on s'est dit que ça serait bien que les viticulteurs aient également la possibilité de transformer leur vignoble, donc de restructurer. Et du coup on a mis en place dans un deuxième temps des essais de transformation. Donc je vais vous présenter les résultats de ces expérimentations. Donc tout d'abord vous présenter ces essais. Donc là vous voyez les essais de densité de plantation avec 2 essais qui ont été mis en place. L'un en 95, donc en Beaujolais, c'était sur le domaine de la Sicarex sur Jarniou, sur un plateau et sur un sol relativement profond, donc pas trop de problèmes de fertilité. Puis le deuxième, on était en situation de coteau au Péréon, Beaujolais village, situation relativement classique avec un sol superficiel granitique et donc une pente relativement importante. Au niveau des modalités, donc on avait une modalité 1,35 m sur 0,9 qu'on appelait témoin, 1,80 m sur 1 m, donc c'était MD moyenne densité, la lyre à 3 m sur 1 m, donc le L, et on a repris exactement les mêmes modalités sur l'essai du Péréon en ajoutant un réel témoin correspondant au Beaujolais village, à savoir le gobelet à 1 m sur 1 m. Donc là vous avez quelques illustrations, quelques photos des différentes modalités. Donc à chaque fois, vous le voyez, on a pour prendre en compte la baisse de densité, on a essayé de compenser en termes de surface foliaire en augmentant la hauteur de feuillage. Donc avec des piquets notamment plus hauts. Donc pour la moyenne densité, là 1,80 m, et puis pour la lyre, classiquement, on dédouble en fait le plan de palissage, ce qui forme, quand on regarde de profil, une forme de lyre.
Là, vous avez quelques photos pareilles sur l'essai de densité du Péréon, donc avec, comme je disais, le gobelet témoin classique des villages. Donc ça, c'est les premières expérimentations qu'on a mis en place. Et donc on a mis une deuxième série d'expérimentations que j'appellerais essai transformation, avec 3 parcelles qui ont été suivies. Une parcelle en chéna, donc sur un sol superficiel, granitique, avec à chaque fois les 3 parcelles étaient en coteau, avec une pente donc, relativement modérée. Après une parcelle en côte de brouillis, on était sur des pierres bleues. Par contre là un sol un peu plus profond, un peu plus fertile, par contre des pentes qui étaient assez importantes. Puis le dernier sur le domaine de la Sicarax à Rivolet, donc des sols là aussi relativement superficiels et une pente qui n'était pas négligeable. Dans tous les cas, vous voyez que les distances de plantation de la vigne initiale, on était en gobelet, étaient autour de 10 000 pieds hectares. Et donc la transformation a été réalisée en 2004. Donc là, je vous ai mis une petite illustration, l'exemple de Rivolet. Donc vous voyez sur la gauche, vous avez la parcelle témoin, donc ce qu'on n'a pas touché, donc le gobelet à densité élevée, 10 000 pieds hectares. Ensuite, vous avez l'arrachage 1 rang sur 3. Vous voyez, on a arraché 1 rang sur 3 et on a transformé le gobelet en cordon, comme vous voyez sur les petites diapos en haut à droite. Où on a choisi, alors soit on choisissait une corde quand elle était bien placée dans l'axe du rang, soit on prenait un gourmand pour repartir pour former le tronc. Et puis on a palissé aussi de façon à tenir le feuillage. Puis la troisième modalité, c'est un arrachage 1 rang sur 2, toujours en transformant le gobelet en cordon et en palissant. Donc après vous reverrez dans les graphiques, à 3 arrachages 1 rang sur 3 et à 2 arrachages 1 rang sur 2. Dans tous les cas, que ce soit les essais de densité ou les essais de transformation, l'objectif était d'essayer d'avoir un rapport SECV, donc surface externe du couvert végétal, donc surface foliaire on va dire, sur rendement qui était identique. Et donc les parcelles ont été suivies jusqu'en 2016. Alors au niveau des résultats, d'abord les résultats viticoles. Donc vous avez ici représenté l'évolution du pourcentage cumulé de cèpes présentant des symptômes d'ESCA sur les essais transformation. Je n'ai pas mis tous les essais, je vous ai fait une moyenne. Juste pour montrer, donc quand je dis cumulé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un cèpe montre des symptômes inhalés, on considère qu'il est atteint par la maladie, donc toutes les années on le retrouve ensuite. C'est pour ça que ça n'arrête pas d'augmenter. Vous voyez qu'en fait il y a très peu de différence entre le témoin et les deux autres modalités. Alors c'est vrai que c'était une crainte qu'on avait, puisque en transformant on coupe quand même toutes les cornes du gobelet, donc il y a beaucoup de blessures. Alors ce qu'il faut dire par contre, c'est qu'on a à chaque fois on a sectionné les bras du gobelet en avril quand le débourrement avait déjà eu lieu, ce qui peut expliquer du coup qu'on n'ait pas d'impact en fait de l'ESCA à ce niveau-là. Au niveau des rendements, donc là vous avez les résultats sur les essais densité, donc à gauche en Beaujolais, à droite en Beaujolais village. Donc là je vous ai fait la moyenne sur toutes les années d'expérimentation. Vous voyez qu'il y a très peu de différence sur le Beaujolais. Et sur le Beaujolais village, on a une petite tendance à avoir un rendement un peu plus important sur le témoin en cordon par rapport au gobelet, puis également sur la moyenne densité. Mais ça c'est vraiment très variable suivant les années. Bon, globalement on a quand même des écarts qui sont relativement faibles. Sur les essais de transformation, donc là je vous ai mis une moyenne des trois sites en décomposant année par année, parce que vous voyez qu'au milieu on a fait des régulations de rendement, ce qui fausse bien évidemment l'idée de rendement. Par contre ce qu'on peut voir, c'est que les premières années, de façon assez logique, la première année on arrache un rang sur 3, on arrache un rang sur 2, on diminue d'un tiers ou de la moitié en fait le rendement. Vous voyez par contre, dès qu'on arrive à la deuxième année, donc en 2006, une fois que c'est transformé, c'est-à-dire qu'on a obtenu un cordon, vous voyez que les différences quand même s'amenuisent. Donc après on a eu une situation, on a régulé le rendement pour essayer d'avoir ce rapport SECV sur rendement à peu près identique. Donc on ne régulait pas l'aménagement un rang sur 2, on régulait plutôt les deux autres modalités. Ce qu'on peut remarquer par contre, qu'à chaque fois le rendement de la modalité arraché un rang sur 2 restait quand même à des niveaux qui étaient compatibles avec les rendements d'appellation. Vous voyez qu'on est autour de, on va dire 700 grammes par mètre carré, donc ça fait à peu près 7 tonnes, donc ce qui correspond à peu près au rendement des appellations. Et puis vous voyez qu'après, donc on a arrêté la régulation de rendement. Vous voyez que les écarts sont beaucoup plus faibles qu'au départ. On a toujours un petit écart, surtout pour l'arrachage un rang sur 2. Par contre, vous voyez que c'est relativement faible. Alors c'est vrai que c'était plus impacté, par exemple, sur la parcelle de Chéna, où on a vraiment un sol superficiel, où on avait un petit peu plus de problèmes pour obtenir le rendement de l'appellation.
Au niveau, alors oui, ce qu'il y a aussi à dire, c'est qu'il y a un effet aussi sur le poids des grappes quand on diminue la densité de plantation. Donc vous voyez ici sur les essais densité, avec une augmentation, donc quand on diminue la densité, relativement nette, notamment sur l'essai du Péréon, et qui s'explique non pas par une augmentation du poids des baies, hein, vous voyez, je vous ai montré là le poids des baies qui est identique en fait sur les différentes modalités, mais en fait un nombre de baies par grappe qui est supérieur chez les densités plus faibles. Donc ça c'est important à signaler puisque si on avait des baies plus grosses, ça pourrait être impactant au niveau des composés phénoliques. On va voir que ce n'est pas le cas heureusement. En termes qualitatifs, donc là je vous ai représenté le degré probable pour les essais densité. Vous voyez qu'il y a très peu de différence entre les modalités. Il y a quand même une petite tendance à avoir un degré probable légèrement supérieur sur les densités élevées. Ça reste relativement faible, mais c'est vrai qu'il y a un petit écart peut-être de maturité. On va le voir après là, quand je vous présenterai les résultats sur 20, où on voit que l'acidité aussi est un petit peu plus élevée. Vous voyez quand même que ce n'est pas trop pas important. On le voit ici aussi sur les essais de transformation, même si vous voyez c'est très variable en fonction des sites. Hein. En Côte de Brouilly c'est vraiment net, à Rivoli c'est plutôt le contraire, et à chez Anna c'est à peu près équivalent. Et puis ce qu'on a remarqué aussi et qui est important, c'est aussi la sensibilité à la pourriture grise. Donc là je vous ai mis quelques résultats sur les essais de densité. On voit que quand on a une densité plus élevée, hein, on est plus sensible à la pourriture. Alors c'est vrai pour le Beaujolais à gauche, hein, entre la densité à 8-9 000 pieds hectares et puis les autres densités, mais c'est vrai surtout aussi quand on a un gobelet hein, par rapport aux autres modalités, comme vous pouvez voir à droite. Alors les explications, on a plusieurs. Hein. Déjà, le gobelet, du fait quand on l'attache, etc., il y a un microclimat qui est plus favorable au développement de la pourriture. Puis le fait également d'élargir les rangs, on a aussi une aération qui se fait mieux, hein, donc ça aide à ce niveau-là. Puis le fait également d'avoir un pied, hein, ce qui n'est pas le cas pour le gobelet, là aussi ça facilite l'aération. Donc ça joue beaucoup sur la sensibilité à la pourriture grise et on le voit aussi sur les essais. Donc là je vous ai mis les résultats, alors c'est une moyenne hein, sur 2007-2014, les différentes modalités en termes de fréquence et d'intensité. Vous voyez qu'à chaque fois, hein, le gobelet, alors chaque fois, quand il y a de la pourriture bien évidemment, hein, le gobelet est quand même plus touché. Donc ça c'est un avantage je dirais aussi des densités plus faibles et puis aussi de la taille en cordon. Au niveau résultat œnologique, comme je vous le laissais présager, hein, on voit qu'on a en général une augmentation de l'acidité hein, quand on diminue les densités. Donc là, je vous montre essentiellement les essais de transformation, mais c'est également vrai sur les essais densité de plantation. Hein, une augmentation alors sur l'acidité totale et puis du coup une diminution sur le pH. Comme je disais tout à l'heure, hein, donc ça signifie avec le degré qui est un petit peu plus faible, c'est certainement qu'on a un léger retard de maturité sur avec ces modalités, ces diminutions de densité. On avait vu aussi sur des essais de transformation du gobelet en cordon, mais sans changer la densité, qu'on avait un peu le même phénomène. Hein, donc on a sûrement aussi un effet passage de la taille gobelet à la taille cordon. Vous voyez par contre que sur les polyphénols, il y a très peu de différence. Au niveau intensité colorante, on a plutôt même tendance à avoir un peu plus de couleurs sur les densités faibles, qui peuvent être mis aussi sur le compte du pH, hein, qui est plus faible, donc qui influe aussi l'intensité colorante. Et puis vous voyez que sur l'IPT, donc l'indice des polyphénols totaux, bon, c'est à peu près équivalent, peut-être des fois un petit avantage quand même pour les basses densités ou moyennes densités, mais bon, c'est quand même relativement proche. En termes de dégustation, alors je vous ai mis juste une moyenne, là toujours sur les essais transformation, vous voyez que c'est très très proche. On peut noter quand même un petit peu l'acidité qui peut être notée certaines années, hein, plus élevée sur les transformations, notamment l'arrachage 1 rang sur 2. Et puis également la tannicité qui peut être un petit peu plus élevée. Mais souvent on a quand même peu, voire pas du tout de différence. En conclusion, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Vous l'avez vu, très peu de différence, que ce soit au niveau de la vigne, des baies, du vin. On peut avoir quand même des diminutions de rendement, hein, vous l'avez vu sur l'arrachage 1 rang sur 2, qui sont le plus souvent quand même compatibles avec les rendements qui sont visés au niveau des appellations.
On a noté quand même voilà, le fait que c'était un petit peu plus tardif en termes de maturité. Alors je dirais que ça a plutôt un avantage à l'heure actuelle, hein, avec le changement climatique et les millésimes quand même plus chauds qu'on a actuellement. Peu de différence en dégustation, et puis quand même une sensibilité moindre à la pourriture, alors qu'elle peut paraître un petit peu moins importante actuellement, parce que c'est vrai, ça fait quelques années, heureusement qu'on n'a pas eu ce souci-là, mais voilà, si ça venait à revenir, ça pourrait être intéressant. Et le fait aussi que la maturité soit un petit peu plus tardive, eh ben, ça permet aussi de retarder la date de vendange. Et puis peut-être le dernier petit point à faire attention, c'est vrai que sur sol superficiel, on l'a vu sur les 7 schémas de transformation, c'est de bien maîtriser l'enherbement dans ces cas-là, éventuellement réduire la surface enherbée, et puis éventuellement aussi penser à la fertilisation, hein, qu'on a tendance des fois à négliger, mais qui peut être bien utile dans ces cas-là. Donc en conclusion, hein, globalement ce qu'on a vu et ce qu'on peut voir dans d'autres régions ou même au niveau international, c'est que vraiment si on prend en compte, là on augmente en fait la surface foliaire, hein, au final, et que on respecte ce rapport SECV sur rendement, bon, on n'a pas d'influence de la diminution de la densité de plantation sur la qualité des raisins et du vin. Je vous remercie de votre attention.